Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dû évacuer le Louvre parce que les Allemands ont envahi la France. Cette histoire, c'est le sujet de l'opéra La beauté du monde du compositeur québécois Julien Bilodeau et du dramaturge québécois Michel-Marc Bouchard. Et c'est de cet opéra dont nous vous parlons aujourd'hui en compagnie de notre directeur artistique, Michel Bollack. En plus, nous allons faire un petit clin d'œil du côté de l'impact social de l'opéra, c'est-à-dire quand l'opéra devient vecteur de transformation sociale. Et enfin, une plongée historique dans les archives de BANQ, tout ça à Parlons Opéra. Cette superbe musique exprime en fait les inquiétudes d'un homme. Cet homme, c'est Jacques Jaujard, le personnage principal de l'opéra La beauté du monde, qui va être présenté à l'Opéra de Montréal. La beauté du monde raconte en fait l'histoire du sauvetage du Louvre. C'est une histoire absolument bouleversante, absolument fascinante, parce que cet homme a organisé le sauvetage de milliers et de milliers d'œuvres d'art, justement avant que les Allemands envahissent la France et ne volent et ne pillent ses musées. J'en parle aujourd'hui avec Michel Bollack, notre directeur artistique. Michel, bonjour. Bonjour Pierre. D'abord, il faut parler que La beauté du monde est une création à l'Opéra de Montréal. Or, la création d'opéra fait partie maintenant de la mission de l'Opéra de Montréal. Oui, tout à fait. Participer à l'histoire de l'art lyrique au Québec et dans le monde, finalement, c'est la mission que s'est donnée notre compagnie. Un peu comme on le fait dans le monde entier en ce moment. Le répertoire, on aime bien présenter le répertoire traditionnel, mais dans les années, je dirais 13, 14, 15, l'Opéra de Montréal s'est intéressé aux œuvres contemporaines et la première œuvre qu'on a présentée était Les Feuillettes de Michel-Marc Bouchard. Et par la suite, en fait, le plaisir de créer, le plaisir de participer à la création d'œuvres nouvelles a gagné toute la compagnie. Et l'Opéra de Montréal a donc pris comme mission complémentaire la création. En fait, donc la beauté du monde et la suite de ce processus-là. En 2017, on créait Another Brick in the Wall, Oui, qui était et c'est le compositeur québécois Julien Bilodeau qui, justement, en a écrit ou en a adapté la musique de Roger Waters, entre autres choses. Oui. Et là, donc, on retrouve ce duo, ce tandem, Julien Bilodeau et Michel-Marc Bouchard. Michel-Marc Bouchard, tu parlais des Feuillettes, etc., mais c'est quelqu'un de très connu en dramaturgie, en pièces de théâtre. Il a écrit de très nombreuses œuvres qui ont été traduites d'ailleurs dans une dizaine ou une quinzaine de langues qui ont été présentées un peu partout à travers le monde, jusqu'en Corée, jusqu'au Japon, des œuvres comme par exemple Tom à la ferme ou encore Les Muses orphelines, Les chemins des passes dangereuses. Et là, nouvelle mission, nouveau mandat, donc La beauté du monde, où on les retrouve tous les deux. Alors, parlons un petit peu de la genèse de ce projet. Oui, en fait, ce qu'il y a d'exceptionnel dans le cas de La beauté du monde, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, souvent on part d'une pièce de théâtre pour l'adapter ou la transposer à la scène lyrique. Et dans ce cas-ci, Michel-Marc Bouchard voulait créer
un livret d'opéra qui n'était pas inspiré d'une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Alors, je me souviens de l'occasion précisément, là, on était au TNM, puis c'était la dernière des Feuillettes. Et il m'a soumis l'idée d'écrire un nouveau livret d'opéra qui ne serait pas basé justement sur une pièce de théâtre. Et il m'a parlé du sauvetage des œuvres du Louvre, du personnage de Jacques Rougeard, que je connaissais, mais que je n'avais pas véritablement étudié et qui n'était pas aussi familier qu'il l'est maintenant, évidemment, avec la beauté du monde. Et donc, c'était aussi lorsque on a adjoint Julien Bilodeau à cette œuvre-là comme compositeur, c'est que c'était l'occasion pour Julien Bilodeau d'écrire un premier opéra vraiment à part entière, parce que Another Brick in the Wall il devait s'inspirer de la musique de Roger Waters, tandis que dans ce nouvel opéra, il avait l'occasion d'écrire vraiment, de se laisser complètement guider par l'œuvre, par le livret de Michel Marc, sans avoir à répondre de musique déjà écrite. Donc, ça donne une œuvre tout à fait originale, tout à fait prenante. Mais l'histoire est fascinante parce qu'on dit que c'est le plus incroyable plan d'évacuation de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on sauve des œuvres comme la Joconde, par exemple, le Scribe à Coupry et la Vénus de Milo. Et Jacques Jaujard disait: chaque œuvre porte en elle la beauté d'une civilisation dont elle est la mémoire. Chaque trésor est l'œuvre d'un homme, le témoignage intact de son génie et de son temps. Perdre ce patrimoine serait perdre notre âme, notre identité. Alors c'est un sujet qui est riche. Tout à fait. En fait, la portée de cet opéra-là est au-delà de l'œuvre elle-même. Parce que Jacques Jaujard disait: j'aurais permis à toute l'humanité, à tous les hommes, d'être égaux devant la beauté du monde. Donc, c'est une histoire qui touche et qui a une portée jusqu'à aujourd'hui, puisque dans les dernières années, je pense que c'est en 2013 qu'on a retrouvé l'œuvre qui est au centre de la beauté du monde, qui est La femme assise d'Henri Matisse. Elle a été retrouvée en 2013 et retournée aux héritiers de la famille Rosenberg. Donc, c'est une histoire qui s'est continuée après la guerre, et il y a plus de 400 000 œuvres qui ont été enlevées de familles, de collectionneurs parisiens, de musées, et dont 60% ont tout été retournés après la guerre. Le plus bel héritage d'une civilisation, c'est son art. Le fait que ça se passe durant la guerre, on voit vraiment le contraste entre les conflits et toute l'harmonie que peut apporter une œuvre d'art et des collections comme celles qu'on trouve au Louvre. Quand on pense à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est un terrible massacre. Et dans l'opéra, justement, on y fait écho avec différents personnages, notamment celui de Göring. Göring qu'on a appelé l'ogre ou la rapace et tout. Alors on va entendre justement 2 brefs extraits de l'opéra. C'est le personnage de Göring qui va être chanté ici par Matthew Dillon. Ça prend quel genre de voix pour traduire la laideur du personnage? En fait, c'est un rôle qu'on a gardé, qu'on a attribué à un ténor, le personnage de Göring, mais ça prend un ténor dramatique, héroïque, ça prend une voix puissante. Toute l'écriture musicale de Göring est très centrée, très centrale dans la portée, mais ça prend énormément de force, et le texte qu'il livre est toujours un texte qui parle de dictature, d'autorité, de force, d'imposition. Donc, ça prend une voix vraiment qui est capable de transmettre ça, ce personnage-là, qui est cruel, qui représente de la terreur, en fait, le monstre qu'il était. Jakob und seine Mutter in den Hof. Gib ihnen eine Belohnung.
schöne Belohnung. Et pour le monde de la putréfaction, et pour le monde des âmes troubles, de l'idéal du crétin, de l'insondables arrêtés, cherchons plutôt l'absolu, l'absolu, l'absolu. Cherchons le Graal, l'art noble, l'idéal, la beauté de la race. Cherchons le code parfait, le nombre d'or, l'homme fidèle, la femme convenable. L'État doit nous guider dans nos goûts, nos idées, notre destinée. L'État, 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 l'État. Beaux-arts, poésie, cinéma, danse, théâtre, musique, esthétique. Genug! Bring die Meisterwerke in meinen Zug. Die großen Meister, die Klassiker, in meinen Zug. Statuen von Teppiche und Gemälde. Fühlen Sie alle Wagen im Zug, bis sie überlaufen, bis sie die Türen nicht mehr schließen. Diese Gemälde für den Führer, sie werden für meinen Auktionen sein, und den ganzen Rest für mich, für mich, für mich. Alles andere für mich. An den Wänden meines Anwesens, an den Wänden der kahlen Hall. Halt! Dieser Verdicht in meinem Zug zerstöre alle Werke der modernen Kunst, alles neue Kunst, das nicht mehr übrig ist. Mache einen Scheiterhaufen mit diesen entarteten Text. Alles verbrennen, morgen fährt mein Zug ab, mit vielen Schätzen, unbesiegbar, trotz des Feindes, trotz der Bomben, trotz des Todes. Heil Hitler! Parmi les autres personnages, Michel, de La beauté du monde, il y a Rose Valland. Alors, qui est Rose Valland? Rose Valland est peut-être un des personnages les plus importants de l'œuvre. C'est certainement dans l'histoire celle qui a eu un rôle primordial de tout premier plan. C'est elle qui a tout noté, toutes les œuvres. Elle était directrice du musée de Jeu de Paume. Et lorsque les Allemands sont entrés dans Paris,
Elle a perdu son poste, évidemment. Ils se sont installés au musée de Jeux de Paume et ils ont gardé Rose Valland parce que pour ses connaissances, elle connaissait toutes les œuvres et pour bien choisir, bien sélectionner les œuvres qu'il voulait, soit que Göring voulait apporter dans son musée personnel ou rapporter en Allemagne. Ils avaient besoin de ses services. Et ce qu'elle faisait, elle, c'est qu'elle a noté des milliers. Elle prenait note de tous les endroits, de quel endroit venait l'œuvre qui avait été spoliée, où est-ce que l'œuvre s'en allait, par quel train, par quel passage. Et donc, c'est un personnage qui était un petit peu oublié dans toute l'histoire de l'humanité, mais qu'on a reconnu à la fin du 20e siècle. On l'a décoré de la Légion d'honneur parce que c'est grâce aux notes qu'elle a prises dans tous ces calepins, dans ces centaines de calepins, qu'on a pu retrouver les œuvres et les ramener à leur propriétaire d'origine. On dit qu'elle a restitué grâce à elle, en fait, que près de 60 000 œuvres ont été restituées aux institutions ou encore aux collections privées aussi. Parce que tantôt on en parlait, mais c'était à la fois les collections publiques, mais les collections privées aussi qui ont été pillées par les nazis, Oui. tout ça. Donc, c'était l'une des résistantes. Et il y a même une plaque, donc, à son nom à Paris. On va entendre une musique, justement, l'air de Rose Valland dans l'opéra. Et c'est un air qui s'intitule Dans la nuit sombre. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans cet air? En fait, Rose Valland est à écrire dans son calepin toutes les informations qui sont importantes pour savoir d'où viennent les œuvres et où elles s'en vont, et le titre, les auteurs, les artistes. Et elle est surprise par Bruno Lohse, qui est un collectionneur allemand, qui est comme un conseiller pour Göring et le régime allemand pour la sélection des œuvres qui seront apportées en Allemagne. Et donc, lui, il porte un tapis sur l'épaule et il la surprend en train d'écrire dans son calepin et en fait, elle lui répond avec beaucoup de courage et d'audace. Elle lui dit qu'elle est en train d'écrire de la poésie et elle lui récite un poème qui fait référence à un voleur de tapis, à un personnage qui se promène dans le Louvre et qui est en train de rapporter un tapis qu'il a choisi pour l'apporter chez lui. Alors, elle lui retourne un petit peu la monnaie de sa pièce, lui qui la surprend. Et il comprend sûrement qu'elle est en train de prendre des notes sur les œuvres et le fait qu'elle le surprenne en train de prendre un tapis, ça change complètement, ça renverse complètement la situation. Et dans cet air, donc, elle dit qu'elle écrit de la poésie. Et lorsque lui, finalement, lui dit, ben, laissez-moi voir vos poèmes, elle échappe son cahier de notes dans le seau d'eau qu'elle avait près d'elle. Elle dit comment vais-je me souvenir de tous ces noms-là qui étaient gravés, que j'avais inscrits dans le calepin. Donc, cet air-là est un petit peu un air elle vocalise un peu, un air moqueur où elle ironise un peu et elle se moque du personnage de Bruno Lohse. Dans la nuit sombre. Et puis, Michel, un autre personnage important, c'est Jeanne Boitel, qui a été une star des années 30, là, une sorte d'actrice, comédienne, etc. Donc,
Et elle a comme nom de code Mozart. Alors, c'est quoi le rôle de Jeanne Boitel dans cet opéra? En fait, Jeanne Boitel, elle est une informatrice, elle fait partie de la résistance. Mhm. Son nom code, comme tu le dis, est Mozart et elle apparaît au troisième acte uniquement et elle rencontre donc Jacques Jaujard et c'est à travers une mélodie qu'elle chante au cabaret. On pourrait se retrouver à la Rotonde, au boulevard Montparnasse, où beaucoup de stars de l'époque chantaient et jouaient. Et donc, elle chante un air qui est une mélodie populaire qu'elle a popularisée, aimée. Et Jacques Jaujard est saisi par sa beauté et se retrouvant finalement complice dans l'histoire de sauver les œuvres du Louvre. Ils échangent, comme elle fait partie de la Résistance, ils échangent les tracés, les parcours du train. Et avec donc Alexandre Rosenberg et toute l'équipe de résistants, ils vont aller arrêter le train et libérer les œuvres. Et donc, elle participe à au dernier acte de l'opéra et elle devient amoureuse de Jacques Jaujard et ils se marient. Ah oui, 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 oui. Historiquement, Mhm. c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et c'est le charme, c'est le dernier acte et c'est l'acte le plus court finalement de l'opéra, mais le plus impactant, je dirais, au niveau de l'action, parce que aussitôt que les résistants échangent les informations pour arrêter le train, on assiste à l'assaut du train et à la libération des œuvres. Donc, tout au début de l'œuvre, les portes du Louvre se sont fermées et là, on a l'ouverture des portes du train et toutes les œuvres qui ont été symboliquement, évidemment, volées ou spoliées se retrouvent en liberté et on assiste donc au dernier ensemble de l'œuvre où tous les solistes chantent Ne détruisons pas, il ne faut pas détruire la beauté du monde. Ouais. Donc, c'est un petit peu elle apporte la conclusion par l'amour et par la libération du train à cette œuvre-là. Alors, c'est de l'espoir. Oui, C'est l'espoir dans le fond, ce qui est un peu contraire à l'opéra. On a tendance à penser que l'opéra, ça finit de façon très tragique, très sombre et noire, alors que là, tout d'un coup, justement, ces œuvres d'art, c'est la beauté du monde qui nous reste, et c'est le moteur pour poursuivre aussi. oui, tout à fait. Oui. Et donc, elle apparaît comme un rayon de soleil. En fait, c'est un petit peu comme ça que Jaujard l'a décrit quand il la voit pour la première fois. C'est la lumière qu'elle projette. Puis on la voit en spectacle aussi. Oui. Donc, on est au cabaret, au dernier acte. Et c'est comme un contraste de cette mélodie de l'amour et du bonheur et l'assaut qui vient par la suite. Alors, c'est en 3 temps ensuite la libération et la lumière qui va jaillir de ce wagon qu'on ouvre, des wagons qu'on ouvre et le retour des œuvres à leur lieu d'origine, à leur propriétaire. Merci, Michel. Merci. La beauté du monde, un opéra de Julien Bilodeau sur un livret de Michel-Marc Bouchard. Et tout de suite après, on vous parle de l'impact social de l'opéra avec la psychiatre Patricia Garel. Chacun sur la terre a son désir, rêve qu'il espère un jour saisir. Tout ce qui brille
Depuis plusieurs années, l'Opéra de Montréal est très investi dans la société avec cette idée en fait que l'opéra est un vecteur de transformation sociale. C'est-à-dire que l'opéra peut permettre justement à tous les publics de pouvoir retrouver une certaine dignité, un certain sens à sa vie, de briser l'isolement et de retrouver justement une certaine normalité peut-être, ou en tout cas une certaine motivation pour pouvoir poursuivre sa vie. Alors, l'opéra et la société, c'est un moteur très présent depuis quelques années, donc, et j'en parle aujourd'hui avec le docteur Patricia Garrel, qui est pédopsychiatre au CHU Sainte-Justine, qui a dit un jour, et je la cite, l'art est un moyen essentiel à l'homme pour faire face à son destin d'humain. Patricia Garrel, bonjour. Bonjour Pierre. Effectivement, c'est une citation à laquelle je tiens beaucoup parce que notre destin d'humain n'est pas un destin facile, en fait. Nous sommes conscients de notre propre mort. Nous allons traverser des séparations, nous allons être confrontés à l'injustice, à l'incohérence du monde. Et c'est vrai que l'art de tout temps, depuis que le monde est monde, a été au service de l'homme face à ce destin. Donc, utiliser l'art pour aider des jeunes qui sont en difficulté, pour aider des jeunes qui ont été confrontés à cette rupture de fonctionnement sur leur trajectoire. C'est ça qui a soutenu le développement du projet Espace Transition. Voilà, parce qu'en 2009, justement, vous êtes confronté à des jeunes qui sont en thérapie, qui tout d'un coup ont besoin de se raccrocher à la vie, peut-être dans un cadre qui n'est pas clinique. Et c'est comme ça qu'en 2009, vous avez eu l'impulsion, l'idée de créer Espace Transition. C'est comme une sorte de programme, plusieurs programmes artistiques qui permettent donc à ces jeunes, dans un cadre qui n'est pas clinique, de goûter à la création. L'idée, en fait, c'est qu'un jeune qui est hospitalisé, c'est partie de l'hospitalisation. L'hospitalisation, on accueille des jeunes qui sont extrêmement désorganisés, qui ne sont plus fonctionnels et qui ont besoin de ce lieu pour d'abord évaluer la situation et mettre en route le traitement. Et on se rendait compte en travaillant auprès de ces jeunes-là qu'une fois que le diagnostic était fait, que le traitement fonctionnait, qu'ils étaient stabilisés, que les symptômes avaient régressé, eh bien c'était un défi majeur de retourner dans une vie dite normale, en fait, de sortir de l'unité, de retourner à l'école, de retrouver leurs amis et de retrouver leur point de repère. Et c'est vrai que l'irruption de la pathologie dans la vie d'un adolescent, c'est un défi de taille après de retomber sur ses pieds, de retrouver sa trajectoire. Mmh. Et souvent, ce sont des jeunes qui n'ont plus, ils sont traités, ils sont stabilisés, et on a tendance à sous-estimer ce que représente pour eux, mais qui je suis, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment je vais parler de cette pathologie qui m'a agressée. Et donc, c'est à partir de là qu'on a réfléchi à un espace qui serait un espace de transition. Et c'est d'où le nom de ce projet Espace Transition. C'est un espace de transition entre l'épisode de soins, dont ils ont besoin. On ne prétend pas que cet espace va les soigner, mais donc entre l'épisode de soins et le retour dans la communauté. Alors, c'est parti de l'unité interne de psychiatrie de Sainte-Justine avec un premier projet pilote avec le Siècle du Soleil, mais ensuite ça s'est élargi, on a réalisé la portée, en fait, le pouvoir de ce projet. Et ça s'est élargi à d'autres jeunes, pas seulement des jeunes qui avaient été hospitalisés, mais des jeunes en difficulté, des jeunes suivis en externe, des jeunes dont la trajectoire est semée d'obstacles, en fait. Et donc, il y a une mixité dans les groupes. Ce sont des groupes de 12 à 15 jeunes et qui sont mixtes dans le sens où c'est 14-25 ans, donc en termes d'âge, qui sont mixtes en termes de, comme on l'a dit, de diagnostic, mais qui sont mixtes aussi en termes de jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières. Et l'objectif, c'est sur 12 semaines, environ 3 mois, une fois ou 2 fois par semaine selon les ateliers, de ensemble créer et présenter une œuvre collective.
Alors, ces ateliers sont accompagnés par des artistes et non pas par des thérapeutes. Et ça, c'est un point très important. Et les artistes ne sont pas au courant du statut de chaque jeune. Ils ne sont pas au courant de la trajectoire, des difficultés de l'histoire de vie de chacun des jeunes. Pour eux, tous les jeunes qui sont là sont des participants à part entière. Vous avez créé plusieurs programmes, j'en nomme quelques-uns. Alors, à la découverte du violoncelle, parce que vous êtes vous-même violoncelliste, Oui, ça c'est un... n'est-ce pas? Up Tempo, Tous en scène, avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le projet musée donc, et plus récemment avec l'Opéra de Montréal, on a décidé de s'associer justement pour faire vivre aux jeunes le processus de création d'un opéra. Alors ces jeunes, ces groupes sont à la fois les artisans, les interprètes aussi, les artistes de ce groupe, et puis tout ça se passe à la Place des Arts. Alors est-ce qu'on sait déjà l'impact de ces projets sur le jeune? L'impact est considérable. C'est une remobilisation de ces jeunes qui étaient souvent pris, englués dans des difficultés diverses, relationnelles. Et donc, c'est un projet qui a, dès le début, été évalué par des chercheurs indépendants. Et donc, on commence à avoir des données vraiment intéressantes. L'évaluation était très importante pour moi parce que ce sont des jeunes fragiles et il fallait au moins s'assurer que si on ne faisait pas de bien, on ne créait pas de situation encore plus problématique. Donc l'évaluation a été dès le départ et maintenant, je pense qu'on a une banque de données suffisante et on a des résultats suffisants pour pouvoir vraiment mettre en évidence le bienfait sur la remobilisation, le fonctionnement global, les relations de ces jeunes qui, souvent, c'est comme un tremplin qui permettent, après avoir vécu l'expérience, de retourner aux études, de retrouver un travail. Alors, c'est important, ce qu'on avait dit, c'est que les groupes sont donc orientés vers une présentation, comme vous l'avez dit, en fonction des modalités artistiques. On a commencé avec le Cirque du Soleil, ensuite a été théâtre, jeunesse musicale pour la percussion, violoncelle, musée des Beaux-Arts, maintenant avec l'Opéra de Montréal, qui est un atelier absolument magnifique. Et il y a toujours dans chaque groupe une intervenante psychoéducatrice ou travailleuse sociale qui, elle, connaît chacun des jeunes. Il va s'assurer que l'espace créé est un espace favorable pour tous. Ce sont des groupes, finalement, qui sont basés, et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, qui sont basés sur la force des jeunes et non pas sur la fragilité. En tant qu'intervenant en santé mentale, on est forcément confronté à leur fragilité et on doit considérer leur fragilité puisque c'est notre objectif de les aider, de les traiter. Maintenant, on oublie la force de ces jeunes-là. On oublie souvent qu'ils sont capables de beaucoup plus qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Et c'est ça la beauté du projet, c'est ça la force des artistes qui, eux, ne partent pas embarrassés par toutes sortes de considérations de prudence avec ces jeunes-là. Ils les voient avec un regard naïf et le fait d'être regardé autrement par les artistes, par le groupe, de trouver leur place dans un groupe, fait en sorte qui considèrent que peut-être ils pourraient se voir autrement aussi. Et c'est ça qu'on remarque au fil de l'atelier. Il y a une évolution de chacun des jeunes. Alors, ce sont comme on disait, des groupes où chacun va pouvoir être qui il est. C'est un espace qui est très respectueux, très sécuritaire, où le jeune va pouvoir prendre des risques relationnels, des risques en termes de s'exprimer sans conséquences négatives. Et ce sont ces risques qui vont lui permettre de réaliser qu'en fait, il est capable de trouver sa place. Bravo pour cette initiative. Et puis, on va se laisser sur un extrait du dernier spectacle opéra, qui est La beauté du monde. Alors, c'est l'air aimé qu'on a entendu plus tôt, et puis qui a été réécrit, réinventé par les jeunes. Et puis, longue vie à ce projet d'espace transition.
Pour le volet historique, aujourd'hui, je retrouve mes deux comparses, Myriam Wojcik et Pascal Blanchet. Bonjour. On va parler, Myriam, d'abord avec vous, on parle de guerre aujourd'hui à cause de la beauté du monde, dont le sujet se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous nous proposez, dans le fond, les Québécois et la guerre, l'effort de guerre. De quoi s'agit-il? Ont-ils contribué à la guerre, justement? Et puis, à la toute fin, on va parler aussi de culture. Oui. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale et du rapport des Québécois à la guerre, c'est systématiquement pour dire qu'on est des anti-héros d'une certaine façon parce que une majorité des Québécois ont été contre la conscription pendant la guerre. C'est vrai. Alors, j'explique à la base, c'est qu'en 1940, Mackenzie King vote la loi de mobilisation des ressources nationales. Donc, on demande aux Canadiens, en fait, de s'enregistrer. Là, déjà là, il y a des Québécois qui sont contre. Et là, Mackenzie King va promettre quelque chose. Enregistrez-vous, je vous promets, je ne vous enverrai pas au front. Alors, il y a des gens qui s'enregistrent. Or, en 1942, ce qu'il va faire, il va organiser un référendum dans lequel on demande de le libérer de sa promesse. Or, 72 % des Québécois disent « pas question ». Et une majorité de Canadiens disent « OK ». Et donc, à partir de ce moment-là, il y a aussi des gens qui vont être internés, beaucoup de Canadiens français, de Canadiens anglais aussi, des gens comme par exemple Camillien Aude. Camillien Aude, maire de Montréal à ce moment-là, va passer 4 ans dans des camps d'internement. C'est vrai, donc, qu'on a été contre la conscription. Cela dit, c'est pas vrai que les Canadiens français ont tous été des déserteurs. Il y a eu un véritable effort de guerre. Et je m'explique. D'abord, d'un point de vue militaire, il y a quand même 20 % des effectifs militaires qui étaient formés de Canadiens français, de partout au Canada. Il y a quand même 130 000, on évalue à 130 000 Québécois qui seraient allés donc à la guerre, des Canadiens français et des Canadiens anglais. Ce sont des Québécois qui ont joint, par exemple, les rangs du 22e régiment, du régiment de la Chaudière, le régiment Maisonneuve, par exemple, qui étaient des régiments francophones, mais ils vont aussi joindre les rangs de régiments anglophones. Mais il y avait toutes sortes d'autres façons également de participer à cet effort de guerre. Je pense, par exemple, aux industries. Tout ce qui s'appelait manufacture, toutes les manufactures. Vous faisiez des vêtements pour dames, vous faisiez des chaussures d'enfants. Alors, à partir de ce moment-là, alors, il fallait se convertir. On faisait des bottes d'armée, des uniformes d'armée. On commençait aussi à faire de l'armement. Les usines Angus, qui fabriquaient des locomotives, etc., pour le Canadien Pacifique, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on commence à fabriquer des chars d'assaut. Du côté de Québec aussi, l'Arsenal de Québec, qui devient le principal employeur de la ville de Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors, ça veut dire combien de personnes qui sont employées? Bien, il y a quand même 14 000 personnes. 14 000 personnes? 14 000 personnes en décembre 1943, c'est énorme quand même, qui travaillent, et beaucoup de femmes. Et ça, c'est intéressant parce que au départ, bon, les hommes étaient au front. Donc, les employeurs, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de gars. Alors, on va être obligé d'engager des femmes. Et au début, donc, ils avaient une image négative, une perception négative. Or, les femmes étaient non seulement très productives, mais elles étaient aussi très minutieuses. Et ai-je besoin de vous dire que quand on fabrique des munitions, on a intérêt à être minutieux. Et donc, les femmes y ont pris goût. Beaucoup de femmes sont allées au front aussi, comme infirmières, ont travaillé dans l'aéronautique. Alors, quand on est à la fin de la guerre, quand on leur a dit « Mesdames, c'est terminé, les hommes sont revenus, vous retournez au foyer », c'est pas toutes qui étaient ravies de ça. Et donc, l'effort de guerre s'est fait sur le plan militaire, sur le plan économique, mais ce qu'on sait moins aussi d'un point de vue culturel. Et je m'explique. Montréal, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été la capitale de l'édition francophone dans le monde. Comment ça se fait? En fait, la France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est sous occupation allemande depuis 1940. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On édite de moins en moins de livres. Au lieu d'en éditer 10 000 par année, on en édite 1 500, 1 600 par année. En plus, ils sont censurés. On manque de papier, on n'a plus d'encre. Alors, il y a des éditeurs québécois qui vont faire des ententes, passer des ententes avec des éditeurs français pour dire, nous, on va vous les publier. On va faire des rééditions, par exemple. Et donc, à Montréal, vont être réédités
des ouvrages comme Terre des hommes de Saint-Exupéry, des ouvrages de Marcel Proust, des ouvrages de toutes sortes, des manuels scolaires, religieux, mais aussi des auteurs controversés. On pense à Jean-Paul Sartre, on pense à Albert Camus, par exemple, qui, dans une autre période, n'aurait jamais pu faire l'objet d'une édition ici parce que toutes les autorités ecclésiastiques l'auraient interdit. Donc, après la guerre, d'ailleurs, plus question. Jean-Paul Sartre, c'était bien beau, on a accepté ça pendant quelques années, mais plus par la suite. Alors, effet économique, effet technologique, effet social et effet littéraire, aussi culturel, donc de la guerre pour le Québec, en tout cas. Là. Tout à fait. Et le baby-boom naît. Oui, alors c'est ça, les enfants du baby-boom qui naît à ce moment-là, et ça va être, les impacts de la guerre vont se faire sentir assez longtemps. Alors, par exemple, d'abord, les usines, il y a plein d'usines qui ont été construites ou qui ont été agrandies, donc on a modernisé les structures économiques. Et sur le plan social, alors les syndicats sont dans un rapport de force qui s'est accru, et donc ce qui permet, par exemple, au gouvernement, le gouvernement va voter des lois importantes. Je pense par exemple au programme d'assurance chômage qui est voté en 1940. En 1945, le programme d'allocation familiale qui va avoir une grande importance pour les familles. Et puis, en 1940, c'est le droit de vote des femmes. Mesdames, vous êtes allées au front, vous avez travaillé, on n'a pas le choix, là. On va vous donner le droit de vote. Et puis, en même temps, ça marque, cette période de guerre, une ouverture sur le monde qu'on n'avait jamais eu avant. On découvre par le biais de la radio, par le biais des journaux, on entend parler de pays dont on ne parlait jamais. On a accès à des livres. Avant, on lisait ça en cachette, les livres. Là, on lit Jean-Paul Sartre et c'est publié chez nous. Donc là, évidemment, ça va marquer les esprits. Et puis, il y a des gens qui vont grandir là-dedans et qui vont repenser le Québec. Et là, on pense effectivement le refus global, toute l'impulsion aussi à la Révolution tranquille qui a été donnée les années 60, le rapport parent en éducation. Donc, il y a toute une ouverture effectivement sur le monde, mais une ouverture, en fait, c'est une impulsion ici au Québec qui est très, très, très forte. Absolument, absolument. Donc, ça se fait sentir tout de suite après la guerre, mais ça va croître avec le temps, évidemment, jusqu'à la Révolution tranquille. Merci, Myriam. Et on poursuit notre promenade dans les archives de BANQ avec notre musicologue en résidence, Pascal Blanchet, n'est-ce pas? Et pourquoi cette vidéo? Eh bien, écoute, moi je me dis, pourquoi il y a tant de militaires à l'opéra? Pierre Panzy, là, on peut nommer 100 opéras où il y a des militaires. Alors pourquoi? Bien, je vais juste en nommer quelques-uns vite, vite. Oui. Carmen, Don José est un militaire. On voit, ça débute avec des soldats. Lacmé est en amour avec un militaire. Même dans Manon, il y a des soldats qui l'amènent à la fin. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est beau, des costumes. C'est plus vrai maintenant. Mais à l'époque, les uniformes militaires, regardez-moi ça, c'est joli. Tout ce bleu, tout ce rouge, tous ces galons, ces dorures. On voit au centre, d'ailleurs, même le costume de la milice canadienne. Ça, c'est des gens qui n'étaient même pas des soldats dans la vraie vie, mais qui allaient défendre leur pays à l'occasion. Sur la prochaine image, à gauche, vous avez le bel uniforme pâle des soldats de Montcalm. Ça veut dire que la bataille des Plaines d'Abraham, là, c'était ça le costume. Ah. Au centre, on voit le major Desrivières Beaubien, qui a été élu dans la milice anglaise. Et tout à droite, un costume de grenadier avec un beau bonnet à poil, qui est un grand classique du soldat. Et un autre bel uniforme. Les zouaves. Les zouaves pontificaux, parce que le pape était attaqué dans ses États pontificaux. Alors, des gens d'ici se sont enrôlés pour aller protéger le pape. Et même quand le pape a été bien en sécurité par la suite, ils ont continué à avoir des zouaves. Et c'est ce costume-là, avec son pantalon ample, tout confort, qui était d'une belle couleur bleu-gris, et qui figurait très bien dans un opéra ou même un opéra comique.
Et là, on s'en va aux variétés lyriques. Mais je veux toujours aller aux variétés lyriques, c'est une période que j'adore. Oui. Et aux Mais variétés aussi, Pascal, c'est une période importante quand Ben, même dans notre histoire lyrique. Parce que on est entre 1935 et 1955, grosso modo, et c'est là qu'il se fait des opéras, des opérettes surtout, mais de l'opéra quand même beaucoup. Et ils ont 5-6 shows par année, des années il y en a 8, ils donnent 10-15 fois chaque. Mais cette œuvre-là est particulière, la Margoton du Bataillon. Ça ne dit plus rien à personne maintenant, mais c'était un des grands succès pour Lionel Daunet, le fondateur, qui avait un rôle là-dedans où il était très comique, et Olivier Thibault, qui était la star des variétés lyriques. Et dans la Margoton, il y a une chanson que je vais vous fredonner malheureusement, qui dit « Margoton ». Dis toujours non, la 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 la, une petite marche militaire comme ça. Et cette marche militaire, composée par le compositeur s'appelle Casimir Oberfeld, ce pauvre Oberfeld s'est fait plagier et sa toune d'opérette est devenue Maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Le même air exactement, qui est l'hymne des collaborationnistes. C'est un hymne qu'on chantait au maréchal Pétain, celui qui a pris la tête de l'opéra français quand les Allemands ont défait la France. Donc c'est très controversé. Le maréchal, nous voilà encore maintenant sur YouTube. Vous allez écouter ça, vous allez avoir des insultes. C'est l'hymne des collaborationnistes. Et d'autres qui disent non, le maréchal avait raison, le maréchal a bien fait. Eh bien, c'était la mélodie de Casimir Oberfeld qui, tragique ironie, est mort dans un train de la mort. Il avait été déporté en tant que juif dans un camp. Et vers la fin de la guerre, il s'en est presque sorti. On l'a changé de place, on l'a déménagé en train, il est mort en train de froid, de faim. Des circonstances atroces. Et c'est une grande injustice de l'histoire. On parlait des soldats à l'opéra, soldats de chocolat, ici, en 1941. J'y retourne, parce qu'aux variétés lyriques, pendant la guerre, bien sûr qu'on a multiplié les œuvres à consonance militaire avec un maximum de soldats. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du soldat de chocolat, qui est le titre le plus drôle au monde, je trouve, mais qui est basé quand même sur une pièce de Georges Bernard Shaw. Et ce décor qui est rose et chocolat, qui est à croquer. C'est une œuvre qui est charmante aussi. Et l'air qu'on connaît, c'est « Viens, mon héros ». Ah oui! Tu as déjà entendu ça? Toutes les chanteuses le faisaient à un certain moment. Ça, c'est les costumes du soldat de chocolat qui sont évidemment dans l'esprit, très rose bonbon, très charmant, très joyeux. Tout ça se passait au Monument national. Hein? Les variétés lyriques, ça se tient là pendant 20 ans. Ils sont au Monument national, cette salle du boulevard Saint-Laurent qui existe encore. Mais il n'y avait pas juste les variétés lyriques qui jouaient là, il y avait aussi Gratien Gélina qui jouait ses fridolinades. On voit les magnifiques affiches ici de Fridolinon 39. J'ai mis Fridolinon 46 parce que c'était plus joli, mais j'avais les extrémités de la guerre un peu. Et c'était pas des opérettes, mais c'était des spectacles musicaux avec des sketchs comiques, des moments d'émotion et des grands numéros musicaux des chansons. Et on peut voir de quoi ça a l'air. Ça, c'est rare parce qu'on n'a pas beaucoup d'images de l'époque. Et sur le site de l'ONF, on voit ces films-là. Donc, si vous voulez voir de quoi ça avait l'air, un spectacle au Monument national en 1945, on le voit, on les entend chanter et on voit le sketch qui est devenu Ticoc. Parce que Ticoc, c'est une pièce super importante dans notre dramaturgie. Quand Gélina s'est tanné de faire des sketchs comiques, des spectacles légers comme les Fridolinades, il a voulu écrire une pièce sérieuse. Et Ticoc, c'est sa première grande pièce sérieuse qui a eu un très grand succès, qui a été jouée aux États-Unis, à Broadway. Et je veux dire aussi que Ticoc, ça fera un opéra. Hein? On a un sujet, c'est une fresque sociale. Lui, c'est un bâtard. C'est lui-même qui s'appelle comme ça. Il est né hors mariage. Et c'est sa critique sociale de cette époque-là aussi, dans la société puritaine de l'époque. Être né hors mariage, ça te condamnait à un destin. Bâtard, c'est une insulte. Alors, il s'en va à la guerre, mais avant de partir, il avait fini par se faire une amoureuse, la belle Marie-Ange. Et elle ne l'attendra pas, Marie-Ange. Sa famille va faire pression sur elle pour qu'elle se marie avec un bon parti. Elle voulait l'attendre, mais tout le monde lui fait des pressions et elle l'abandonne. Et quand il revient, elle est mariée. Et si ce n'est pas une tragédie d'opéra, je ne sais pas ce que c'est, Pierre. C'est une autre tragédie qui se passe pendant la guerre. Et là, la fille du tambour-major, un lien avec la beauté du monde dont on parle aujourd'hui. Je veux conclure, parce que c'était aussi le spectacle de conclusion des variétés lyriques. Quand ils ferment leurs portes en 1955, c'est avec cette opérette d'Offenbach, encore à saveur militaire, La fille du tambour-major. Mais le lien avec la beauté du monde, c'est surprenant, c'est que Offenbach fait une citation d'un autre chant patriotique, un autre hymne célèbre, qui est le chant du départ, qui a été composé par Méhul, un grand musicien de cette époque-là, qui était un peu une autre Marseillaise. Le chant du départ, c'est la liberté nous ouvre la barrière. Un chant très, très
très claironnant et flamboyant. Offenbach cite ça parce que c'est une opérette plutôt sérieuse et ça raconte un fait historique quand les Français sont entrés dans Milan pour libérer l'Italie des Autrichiens qui étaient des occupants. Alors, cet hymne-là, le chant du départ, est cité aussi dans La beauté du monde, d'une manière complètement différente, évidemment. Mais je trouve ça intéressant de faire un lien entre une œuvre aussi légère que La fille du tambour-major et La beauté du monde, pour montrer que tout est dans tout, au fond, et que la bonne musique se retrouve partout. Merci beaucoup, Pascal et Myriam, pour cette plongée dans les histoires à travers les images de B.A.N.Q. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette émission sur la beauté du monde à Parlons Opéra. Et puis on se donne rendez-vous encore pour toujours parler opéra.